à une institution quelconque qui surveille ce qui se passe dans le monde de la finance. Or, il faut savoir que ces agences vivent du monde de la finance. Donc, ce sont les spéculateurs, les banquiers, etc., les associations hypothécaires, les institutions hypothécaires, qui payent ces agences pour les noter. Alors, quand vous payez une agence pour vous noter, il est évident qu'elle va vous noter pas trop mal, non moyen, disons, pour que vous maintenir en vie, pour qu'ils se maintiennent eux-mêmes en vie, parce qu'ils dépendent de vous, c'est vous qui les payez. Mais quand ils se mettent à noter les États, là ça devient beaucoup plus grave, parce qu'ils deviennent les instruments de spéculation des banques. Goldman Sachs par exemple, aujourd'hui, tous les gens qui vont diriger les pays en crise en Europe, Mario Monti, c'est un ancien haut fonctionnaire, haut employé de Goldman Sachs, Draghi, le président de la Banque centrale actuelle, était aussi dans Goldman Sachs, Papademos, le Premier ministre de Grèce, était aussi de Goldman Sachs. Donc, si vous voulez, quand on se met à noter les pays, ça veut dire qu'on donne une note à la dette, à la valeur de la dette de ces pays et de leur solvabilité. Alors, toutes les banques qui ont prêté de l'argent à ces pays, qui sont notés, décotés, leur dette vaut moins cher. Et donc, si vous êtes une banque qui a prêté, par exemple, à la Grèce, eh bien, les bons, les traites que vous détenez de la Grèce, de la dette grecque, baissent, dégringolent de valeur. Et vous êtes obligé de les vendre moins cher, et plus leur cote baisse, ou leur prix sur les marchés, plus les spéculateurs qui ont spéculé sur la baisse de la valeur de la dette gagnent. Donc en particulier les Goldman Sachs, toutes ces grandes banques qui ont intérêt à ce que les valeurs des dettes baissent, parce que de toute façon, en dernière instance, les banques qui rachètent les titres une fois qu'ils sont le plus bas possible gagnent des sommes colossales. Alors voilà, donc le problème des agences de notation, c'est qu'elles agissent comme des complices de ceux qui font de la spéculation contre la solvabilité des États. Et ça devient très grave. M. Brahim aussi s'interroge sur les 200 milliards de dollars qu'on a dans les banques américaines. Il se pose des questions. Bon, le gouvernement nous dit qu'il n'y a pas de problème, tout est under control. Mais quel en est-il? Quelle est votre position? Écoutez, ça c'est ce qu'on peut appeler un fonds souverain. Donc, c'est des réserves que possède l'Algérie. Mais il faut savoir si c'est l'épargne nette ou l'épargne brute. Si c'est l'épargne nette, c'est-à-dire si ce 200 milliards de dollars est compté une fois qu'on a déduit tout ce que ça a coûté pour produire, extraire, raffiner, transporter, etc., vendre ce pétrole. Bon, si on a enlevé tout ça et qu'il reste 200 milliards de dollars, bon, là on a une épargne nette. Mais sinon, il faudrait calculer tout ce que ça a coûté, ce que je viens de dire, et le déduire des 200 milliards de dollars. Et ce qui reste, c'est vraiment un fonds de réserve, un fonds souverain qu'on peut considérer comme d'épargne nette. Alors ça, je ne le sais pas, je n'ai pas les détails. Mais tant quelle est la valeur réelle de ce fameux fonds, je n'ai rien qui dit. On dit que c'est 200 milliards de dollars. Mais mettre 200 milliards de dollars qui dorment dans des banques aux États-Unis et ailleurs, c'est de la folie pure. Parce que ça ne fait que rapporter de l'intérêt à qui, à quel taux, il sert à quoi cet intérêt, il est payé à qui, où, et ensuite cet intérêt génère à son tour de l'intérêt où, on n'en sait rien. De l'argent, c'est bon quand on s'en sert. Alors quand on le dépose comme ça dans des banques et on le laisse dormir, ça ne sert à rien. Si on a 7 ou 8 km de métro à Paris alors qu'on est indépendant depuis plus de 50 ans, si on n'a même pas 10 km de tramway à Alger, qu'est-ce que j'ai dit à Paris, c'est ça? Je veux dire à Alger, quel lapsus. À Alger, ben c'est une catastrophe. Cet argent, il faut qu'il serve à quelque chose. Il faut qu'on distribue des bourses, qu'on envoie des Algériens étudier au Japon, je ne sais pas moi. La filière technique en Algérie, en éducation nationale, représente 13%. Il y a 13% d'étudiants dans l'éducation nationale algérienne qui étudient dans des filières techniques. Tout le reste, c'est des filières, je ne sais pas moi, sciences islamiques, sociologie, anthropologie, mais c'est catastrophique. Il nous faut au moins 50-60% de filières techniques pour relever ce pays. Donc c'est 200 milliards de dollars. Je ne sais pas, moi, on en prend le quart ou le tiers et on envoie pratiquement la moitié de la jeunesse algérienne étudier au Japon et en Allemagne et revenir en Chine et au bout de
3, 4, 5 ans, 6 ans, on a des ingénieurs, des architectes qui vont relever ce pays et fabriquer un métro qui roule au bout de 10 ans au lieu d'attendre 50 ans et avoir 3 km de métro. Donc non, non, je suis complètement affolé, je suis abasourdi, je suis atterré de voir qu'on laisse dormir ce 200 milliards comme ça qui ne sert à rien. C'est de la folie pure. Voilà. 200 milliards, donc on dit que l'Algérie a une bonne santé financière. On est en bonne santé financière, on est bien, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a beaucoup d'inflation. Il y a des gens qui demandent des augmentations de salaire, qui ont reçu jusqu'à 100% d'augmentation de salaire. On a aussi des grèves, on a des pénuries. On dirait que le gouvernement a acheté la paix sociale en mettant de l'argent un petit peu partout. Mais où est-ce qu'on s'en va avec ça? Écoutez, c'est clair que si le système de capacité de production installée dans l'Algérie de produits et de services n'est pas à la hauteur de ces masses salariales qu'on distribue comme ça, effectivement, pour acheter la paix sociale. Bon. C'est qu'on n'arrête pas d'augmenter. On a augmenté notamment les milices, les gardes communaux, la police, l'armée, etc. Je ne sais pas quoi, les fonctionnaires. Bon. Mais tout ça, c'est sûr que tout ce que ça va provoquer, c'est des cycles inflation-déflation. Donc les cycles d'inflation, on a trop d'argent pour trop de produits, et ensuite déflation parce que les prix baissent, il n'y a pas assez d'argent pour acheter, il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de... Donc l'économie, c'est un tout. C'est l'équilibre entre investissement, offre globale, demande globale. Alors, si l'offre globale n'est pas là, l'offre de produits et de services, parce que le système productif algérien n'est pas à la hauteur de cette masse monétaire distribuée, ben c'est sûr qu'on aura des cycles inflationnistes absolument affolants. Et bon, à ce moment-là, l'économie algérienne, comment elle va s'en sortir? C'est pas en augmentant les salaires, parce que c'est sûr que le pouvoir d'achat des Algériens en ce moment n'est pas suffisant, parce qu'on importe à peu près tout ce dont on se sert. Donc ça peut provoquer aussi le contraire de l'inflation. De la déflation par le fait que les gens n'ont pas assez d'argent pour acheter, donc ils achètent moins, même si on augmente leur salaire, et en achetant moins, puisqu'il n'y a pas d'investissement non plus, puisqu'il n'y a pas de débouché, eh bien, les prix baissent, mais il y a de l'argent qui circule, et on n'achète pas. C'est vraiment un cycle, inflation, déflation, surchauffe, etc., qui met l'économie dans le chaos. On est vraiment dans le chaos économique en Algérie. Et donc, oui, c'est évident que cette manne financière de 200 milliards de dollars, si elle n'est pas utilisée pour former l'infrastructure, capacité de production, pour rattraper ces masses salariales qu'on distribue petit à petit, eh bien, ce sera un bon voilà. La deuxième série de questions concerne donc le professeur Abdelwahab Orbi. Et lui, il est intéressé beaucoup plus pour l'aspect alimentaire, l'agriculture qui est l'aspect fondamental. La sécurité d'un pays, c'est avant tout l'alimentaire. Lui se pose des questions. La première question, il ne comprend pas qu'on puisse avoir une facture alimentaire 4 milliards de dollars, exagérée, alors qu'on était un pays, en 62, producteur et exportateur d'agriculture. On a de vastes régions en Algérie, surtout les hauts plateaux, à faire. Donc il se pose cette question, c'est une anomalie qu'on ne puisse pas être même maintenant exportateur en Afrique. La deuxième anomalie sur l'agriculture, c'est ces prêts qu'on donne aux gens. Et on a des prêts qui ont été donnés par milliards aux agriculteurs. Et ces gens ont bien pris, mais il n'y a jamais eu quelque chose. Et puis même après, ils se sont endettés. Et l'État a enlevé les dettes. Donc cette politique agriculture, il dit où est-ce qu'on s'en va avec ça? Écoutez, c'est ce que je dis assez souvent sur les politiques économiques algériennes, malheureusement. On a l'impression que c'est du bricolage. On bricole au fur et à mesure des événements, les paysans demandent, on donne, on ne donne pas, enfin, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Mais le problème de l'agriculture algérienne, ça a commencé avec l'industrie industrialisante. On a voulu tout transformer en béton, la Mididja, etc. Bon, la vallée du Chlef qui a été massacrée par 2 ou 3 cimenteries, ou même une. Vraiment, on a trop mis sur l'industrie, et d'ailleurs de façon précipitée. Qui n'a pas, parce que le reste de l'économie n'a pas suivi, c'est une forme d'étouffement, d'asphyxie de l'économie.
trop d'industrie et puis pas assez de capacité d'absorption du marché intérieur algérien. Et donc, ce qui est arrivé aussi, c'est le déséquilibre campagne-ville. Il est devenu très vite plus facile de gagner sa vie en étant en ville, ou même dans les bidonvilles autour des villes, qu'en étant dans les campagnes. Et ça s'est aggravé avec l'OFLA, la centralisation de la distribution, etc. On a essayé de faire de l'agriculture quelque chose qui va se gérer à l'échelle algérienne à partir de 2 ou 3 bureaux du ministère de l'Agriculture. C'était une folie pure. Bon, hyper-centralisation de l'activité agricole, ça ne peut pas marcher. Bon. Après, ça a été l'ouverture des marchés. L'ouverture des marchés, c'est-à-dire que tout d'un coup, le producteur de tomates algérien, dans la région d'Alger, de la Mididja, se trouve en concurrence avec des tomates qui viennent du Venezuela, qui viennent des Philippines, ou qui viennent du Vietnam, et qui produisent au Vietnam, aux Philippines, au Venezuela à des échelles colossales, arrivent à Alger et se vendent 2 fois moins cher que les tomates produites à Alger. Donc le paysan n'avait plus de raison de rester paysan, parce que c'est moins cher pour lui d'acheter la tomate qui vient du Venezuela que de produire sa propre tomate. Donc c'est pas la peine. Alors l'autre problème qu'on a aujourd'hui, c'est que quel est l'âge moyen du paysan? Quel est l'âge moyen de la personne en Algérie qui sait aujourd'hui planter des tomates, du blé, des courgettes, ou sur quelle terre, à quelle saison, comment 70 ans peut-être, l'âge moyen du paysan aujourd'hui qui sait encore faire ça, s'il y en a. Sinon, où sont les agronomes? Il y en a combien? Combien de techniciens agronomes? Combien d'ingénieurs agronomes? Alors cette agriculture-là, il lui faut des plats au plateau, il lui faut des terres, il lui faut de l'eau, il lui faut de l'hydraulique, il lui faut des hydrauliciens, il lui faut des agronomes, il lui faut des techniciens agricoles, il lui faut des paysans qui savent ce que c'est que la terre. Alors, malheureusement, tout ça, c'est depuis 4 milliards de dollars. Moi, je prédis que ça va se transformer en 8-10 milliards dans quelques temps, parce que après le pétrole, après la crise de 2007-2008, l'or est arrivé à des sommets que probablement on ne dépassera pas. Le pétrole va arriver à quelque chose comme 120-130 dollars le baril dans quelques années, pas très longtemps. Ce sera aussi certainement un plafond pour un bout de temps, un plateau. Eh bien, et là, que voulez-vous, tous les produits qu'on va acheter de l'étranger seront de plus en plus chers et la spéculation se tourne de plus en plus vers les céréales et les produits agricoles. Regardez le blé, son prix a été multiplié par un facteur 12 ou 15 depuis la crise. Donc cette facture de 4 milliards, juste à cause de la spéculation sur le secteur alimentaire dans les marchés internationaux, ça va devenir 8-10 milliards dans 2-3 ans. En fait, c'est un large débat, la partie de l'agriculture. Il a aussi parlé de plusieurs points. Il a parlé de la filière laitière, il a parlé de la concurrence maintenant. L'image pour nous, les Algériens, de voir ça, on est vraiment très fiers. Alors, ce que je vous pensais, cette journée de toute une vie, dans la réflexion économique et l'action politique, je voudrais que vous nous dites où vous en êtes, votre état d'esprit maintenant, toute cette vie-là, un petit peu comme votre testament. Un petit peu, qu'est-ce qu'il en reste de toute cette vie? Très bien, donc vous voulez que je commence par mon itinéraire. Alors, mon itinéraire a commencé par être réfugié pendant la guerre d'Algérie au Maroc. Bébé. Déjà, j'étais berger jusqu'à l'âge de 11 ans, analphabète total. Et pour des circonstances assez bizarres, j'ai fini par commencer des études primaires vers l'âge de 11 ans. Et je suis tombé sur des communistes, des Français anticolonialistes, les instituteurs au Maroc, qui m'ont pris en charge et qui m'ont donné des cours du soir, du dimanche, et qui m'ont fait terminer l'école primaire en 2 ans. Et là, bon, après, j'avais continué le lycée. Comment je suis arrivé au Québec, au Canada? Ben, c'est parce que tout simplement en Algérie, fin des années 70, je commençais à voir, au milieu des années 70, déjà la révolution agraire, la charte nationale, tout ça. Je commençais à voir que l'Algérie sombrait de plus en plus dans le gouffre. Et là aussi, c'est quelque chose que j'avais prévu. Je l'ai écrit dans l'Algérie entre l'exil et la curée, en 86, où j'avais écrit que je ne donnais pas plus de 5 ans aux Algériens avant qu'ils commencent à s'entrégorger. Et malheureusement, l'histoire m'a donné raison. J'aurais préféré qu'elle me donne tort. Mais je voyais très bien que l'Algérie allait trop dans les inégalités